Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et dans cette nouvelle vidéo réalisée en collaboration avec Motion VFX, je vais vous parler tout simplement de MO2, donc Motion Object 2, qui est donc développé par Motion VFX et qui va vous permettre directement depuis Final Cut Pro 10 ou bien Motion 5 d'importer, d'animer, de jouer avec des éléments 3D, tout ça avec une rapidité assez déconcertante et dans lequel vous allez pouvoir faire différents types de projets. Donc, le projet que vous voyez actuellement qui est en train de lire a été entièrement réalisé au sein de Final Cut Pro 10 et je vais vous le jouer directement en plein écran pour que vous voyez un petit peu le résultat. Donc voilà, cette vidéo a été entièrement réalisée, comme j'ai dit précédemment, avec Final Cut Pro 10 et MO2. Et le but ici de ce projet, c'était de montrer certaines fonctionnalités donc de MO2 afin de vous montrer l'utilisation de ces fonctionnalités, surtout vous montrer la simplicité avec laquelle ça va être de créer des effets plutôt intéressants. Donc j'ai divisé cette vidéo en plusieurs parties. Donc vous allez pouvoir retrouver les timecodes dans la description, bien sûr, pour pouvoir passer d'un chapitre à un autre plus rapidement. Mais en tous les cas ici, on va démarrer avec la première fonctionnalité, c'est-à-dire la personnalisation des modèles, des templates directement depuis MO2. Donc il existe deux façons en fait de démarrer un projet avec MO2. La première, ça va être d'utiliser un projet déjà existant, donc à partir de templates. Donc quand vous installez MO2, vous avez plusieurs douzaines, dizaines de projets disponibles ici. Donc là, on voit que dans les titres, j'ai différentes catégories qui sont disponibles. Donc on a la catégorie basique, par exemple. On a la catégorie logo, on a la lower third, on a les titles, les titres généraux. Donc dans basique, on va avoir juste des éléments par exemple comme un titre, comme un logo ou bien un sac à papier dans lequel vous allez pouvoir remplacer par exemple le replace this model par un logo de société par exemple. Ensuite, en dessous, on va avoir des titres un petit peu plus développés, des projets 3D beaucoup plus conséquents. Vous voyez par exemple ici avec un instancer, donc comme un réplicateur, on va le voir un petit peu plus tard, ou d'autres éléments. Donc ce sont des projets vraiment assez complexes, mais l'intérêt, et vous allez voir ici, c'est qu'on va pouvoir entièrement personnaliser en fait tous ces projets. Donc à la place de Light Show, ici on pourra mettre Yakakak Show par exemple. Et c'est ça qui va être vraiment intéressant auprès de MObject 2. Donc ici on a tout ce qui va être un peu logo. Donc on va voir qu'on va pouvoir modifier bien sûr les logos à partir de fichiers vectoriels. Donc ça c'est important. Et puis ici vous voyez encore un avec des éléments en fait éclairés, auto-éclairés. Et puis là, je vais avoir ce qu'on appelle donc les lower thirds, donc un habillage pour des titrages, par exemple, pour des noms de personnes ou autres, des fonctionnalités. Et puis on va pouvoir aller un peu plus loin. Donc il y a des animations, bien sûr, qui sont entièrement créées. Là, ce sont des titres un petit peu plus gros qui vont pouvoir s'afficher. Plus en dessous, on a tout ce qui va être présentation de produits. Alors là, on a les sacs papier, on a les iPads, par exemple. Donc tout cela, ça va être directement intégré avec des zones de dépôt. Donc on va juste faire un glisser-déposer, une sélection dans les zones de dépôt et automatiquement, ça va peupler l'intérieur des iPads. Et puis là, on a des murs d'images animés bien sûr en 3D dans lequel on va pouvoir ici modifier l'ensemble et bien sûr remplacer les drop zones, les zones de dépôt par ses propres images, bien évidemment. Donc là, je vais prendre une vidéo, un projet plutôt, et essayer de le personnaliser. Donc on va voir la première étape ici, comment personnaliser un projet. Donc je vais prendre par exemple ce logo ici, j'appuie sur E pour Edit. Je vais pouvoir ici l'importer dans mon projet. Et vous voyez en fait que dès que je sélectionne ici le projet, ça charge la scène et j'ai donc accès, vous voyez, à tout le projet
directement ici dans le visualiseur. Et comme vous pouvez le constater, j'ai pas besoin de faire de rendu, je peux me déplacer et voir l'ensemble de l'animation du modèle directement disponible dans la timeline avec une réactivité plutôt correcte avec tous les éléments que vous voyez à l'écran. Il y a des confettis par dizaines, voire centaines, il y a des objets, des animations et un petit peu. En haut du visualiseur, j'ai une barre avec différentes options. J'ai 2 modes à ma disposition. J'ai le petit diamant ici et la clé à molette sur le côté gauche. Alors le petit diamant, ça va me permettre en fait de voir d'afficher en fait tous les effets post-process qui s'appliquent en fait par-dessus ma scène 3D. Si je désactive en fait cet élément, ça va me permettre d'enlever ces effets post-process. Alors ces effets, je peux les visualiser à gauche ici avec une petite fenêtre qui est disponible, vous voyez, quand je clique ici sur les paramètres, et je vais pouvoir ici afficher plus ou moins, régler la force en fait de tous ces éléments. Donc par exemple, si je me cale à la fin ici, je pourrais ici choisir de faire le point en post-process ici, par exemple sur l'avant de l'estrade, par exemple ici, ou bien sur un confetti, par exemple là si je sélectionne celui-là. Donc du coup, je vais perdre le point sur le logo au fond, d'accord? Donc là, je vais pouvoir par exemple refaire le point sur le logo et être sûr que le logo est bien net au niveau de mon animation. Après, je vais avoir tout ce qui est motion blur, donc flou de mouvement. Donc le flou de mouvement, c'est lorsque vous avez un objet qui bouge, normalement il est plus flou, il ne reste pas net, ça me permet d'être beaucoup plus réaliste. Donc là, si je me déplace sur les panneaux à l'arrière, vous voyez, si j'active le motion blur, ici le flou de mouvement, je vais avoir ici le flou de mouvement qui s'applique directement dessus. Je vais avoir les détails au niveau de la lentille, donc si je veux plus de détails sur l'image, je peux jouer dessus. J'ai les aberrations chromatiques, donc au bord des objets, je peux avoir la différenciation des différents canaux rouge, vert, bleu, donc peut plus ou moins avoir des aberrations chromatiques ici. Et puis j'ai l'effet de bloom. Alors l'effet de bloom, c'est le glow en fait général, vous voyez, ça diffuse un petit peu la lumière dans tous les sens. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors je peux l'enlever, je peux le mettre plus ou moins important. Après, je vais avoir Dirtament. C'est en fait les bokeh, la lentille, en fait les salissures sur la lentille. Vous allez voir qu'on va, dans un autre projet, on le verra un petit peu mieux. Et puis j'ai tout ce qui est distorsion de l'image et l'effet de vignette qu'on peut avoir autour de l'image, bien sûr pour atténuer un petit peu la luminosité sur les bords de mon élément. Alors la palette, vous voyez, je peux la faire passer soit à gauche, soit à droite avec les petits boutons qui sont en bas à gauche. Et puis je peux l'activer et désactiver à tout moment. Donc ce qui va être intéressant, c'est que ces effets, je vais pouvoir les désactiver très simplement sur le visualiseur en cliquant sur la clé à molette, vous voyez, pour passer en mode édition, car j'ai pas obligatoirement besoin de ces effets pour le placement en fait de ma caméra, le placement des objets, et du coup je vais gagner en rapidité. Donc vous voyez là, j'ai beaucoup plus de fluidité dans ma timeline sans tous ces effets post-process. Et donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai accès directement dans le visualiseur, je peux passer de l'un à l'autre, et vous allez voir que si je réactive les effets, ça va aller extrêmement vite au niveau du rendu. Donc ça permet comme ça de passer directement d'un mode à l'autre. Vous n'avez pas besoin d'aller dans l'inspecteur, dans un sous-menu, chercher tous ces paramètres directement. Donc voilà pour ici les deux modes, le mode édition et le mode beauty, on va dire. Et puis à droite, ici, j'ai des petites icônes que tous les utilisateurs de Motion vont connaître. En fait, ça reprend les icônes des projets 3D de Motion. Et en fait, ça va me permettre de me déplacer à l'intérieur de la scène, ici, avec le translation, la rotation et l'effet de zoom ici. Donc là, je travaille sur la caméra actuelle. Ce que je vais faire, je vais passer en mode perspective, car je n'ai pas envie de modifier le mouvement de caméra. Et la différence entre l'active caméra ou la caméra et la vue perspective, j'aime bien comparer en fait à ce que la caméra, c'est la caméra par exemple que vous êtes dans un studio sur un tournage, la caméra est posée sur un trépied par exemple, et la vue perspective, c'est plus la vue en fait du réalisateur. C'est-à-dire que le réalisateur, il va pouvoir tourner autour du studio. Vous voyez par exemple ici, je suis en dehors du studio et je vais pouvoir regarder un petit peu où sont placés tous mes éléments, ma lumière, ma caméra ou mes caméras, parce qu'on peut avoir plusieurs caméras dans Motion Object 2. Et puis je vais pouvoir tourner autour un petit peu les éléments. Donc là, je vais utiliser la rotation pour avoir ma vue par-dessus. Et donc là, on va voir justement, vous voyez, la caméra. Je vois mes lumières et puis je vois tous mes objets 3D qui sont disponibles. Donc, je peux me déplacer, vous voyez, en X, en Y ici, en translation. J'ai la rotation, bien sûr. Et puis, je vais pouvoir zoomer à l'intérieur de mes différentes scènes, tout simplement. Donc, je vais pouvoir comme ça être beaucoup plus précis et pouvoir voir si l'ensemble des éléments sont bien positionnés dans l'espace 3D et si ma caméra tourne bien autour des éléments que j'ai sélectionnés. Donc là, on voit l'animation de la caméra.
je vais pouvoir ici donc visualiser cette animation, l'animation de mes objets, et ça va être extrêmement simple grâce à cette vue perspective tout simplement. Je vais pouvoir maintenant zoomer dans la scène pour me rapprocher un petit peu justement du logo. Donc je vais avoir différentes options. Donc là, je peux zoomer. Avec les touches Shift, je peux aller beaucoup plus vite en appuyant sur la touche Shift et en utilisant ces boutons. Et avec la touche Alt, Option, ça me permet d'être beaucoup plus précis, donc d'être beaucoup plus lent au niveau des mouvements en fait, de position. Donc Shift permet d'accélérer et Alt va me permettre, Option va me permettre de ralentir. Et j'ai ces petits carrés ici, vous voyez, avec les 4 coins. Ça me permet en fait, si je sélectionne un objet, par exemple ici je vais sélectionner le logo, ça me permet en fait de zoomer exactement et de recadrer l'objet sélectionné au niveau de mon visualiseur. Donc ça me permet d'être beaucoup plus rapide que d'essayer de me caler sur l'élément. Vous sélectionnez un objet, vous cliquez sur ce petit carré ici et ça permet en fait d'automatiser la position de l'objet au centre de l'image tout simplement, et après on va pouvoir tourner autour de tous les éléments. Donc voilà ici pour les boutons de contrôle au niveau de l'interface du visualiseur. Autre détail important concernant le visualiseur, c'est si je superpose la souris par-dessus les éléments en 3D, automatiquement ils vont être surlignés, vous voyez ici. Comme ça je sais exactement quel objet je sélectionne directement et je me trompe pas en fait sur l'objet sélectionné et validé. Donc si je vais dans l'inspecteur ici, on va voir un petit peu comment se comporte le plugin et quels sont les paramètres accessibles via le plugin. Donc j'ai deux éléments, j'ai les réglages de la scène, scene settings ici, et le contenu de la scène, donc tous les éléments qui sont dans ma scène. Au niveau des réglages, j'ai trois paramètres, environnement, background et render settings. Donc j'ai l'environnement, c'est la map, la texture qui va me permettre d'éclairer et d'ajouter des réflexions sur mes objets. L'arrière-plan, bien sûr, ça va me permettre de rajouter un fond, tout simplement. Et les render settings ici, ce sont les réglages pour le rendu final de ma scène. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres. Donc ce que j'aime bien faire ici, c'est de double-cliquer en haut de l'inspecteur afin d'avoir un inspecteur qui fasse toute la hauteur de l'interface et ainsi disposer une plus grande visualisation en fait de tous les paramètres directement ici. Et donc là, au niveau des réglages de ma scène, je peux ajouter ou enlever certains paramètres, par exemple comme l'ajout de grains sur mon image. Par exemple, je peux enlever le bloom, l'effet de bloom donc qui me permet d'avoir ces effets un peu de glow sur l'image. Je vais avoir aussi tout ce qui est anti-aliasing, donc très important pour les scènes 3D, pour adoucir les contours, pour perdre en fait cet effet d'escalier qu'on peut avoir autour des objets. Donc tout cela, ça va être au niveau des réglages de la scène et des réglages de rendu. Donc je vais fermer ici le Scene Settings ici et je vais aller dans le contenu de ma scène dans lequel on va retrouver, alors vous voyez c'est détaché, mais là maintenant on va retrouver tous les objets qu'il peut y avoir dans une scène 3D. Donc ça peut être une caméra, ça peut être un plan, donc là c'est un plan, c'est juste le sol, vous voyez, qui est placé ici. Donc je vais pouvoir ici le modifier et l'ajuster. Ensuite, au niveau donc de mes différents objets ici, vous voyez que j'ai le logo qui est constitué de plusieurs sphères. Et j'ai l'estrade, en fait, l'estrade, elle est faite avec un tube, tout simplement. Le logo, lui, vous voyez, au niveau du contenu de ma scène, il a été regroupé dans ce qu'on appelle un null object, c'est comme un dossier dans lequel on met plusieurs objets, ce qui va me permettre après de bouger l'ensemble sans devoir bouger les objets un par un directement dedans. Ensuite, ici, j'ai mon logo, donc c'est un fichier SVG, vous voyez, donc un fichier qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, comme c'est un élément donc de Motion VFX, on a les différents éléments qui sont bien nommés. Donc, par exemple, on a les modifiers et les instancers. Donc, on va voir ça. C'est un petit peu comme des réplicateurs, ce qui me permet d'avoir un objet, de le répliquer pour faire, par exemple, tous les panneaux qui sont à l'arrière directement dessus. Et puis, j'ai les modifiers pour l'animation de ces objets. Et là, bien sûr, j'ai les lumières aussi que je vais pouvoir allumer, éteindre pour rééclairer un petit peu ma scène directement. Donc ici, au niveau de cet objet, de cette scène, vous voyez, j'ai tous ces éléments. Et puis en bas, j'ai une barre avec différents paramètres. Donc la possibilité de rajouter des éléments ou bien des textures directement. Donc ici, j'ai par exemple la possibilité d'ajouter soit des modèles 3D, soit du texte 3D, soit des fichiers SVG justement pour les logos. Les instancers, donc on verra un petit peu plus tard, qui vont nous permettre de répliquer un objet plusieurs fois pour les animations. La lumière, un null object qui va me permettre de contrôler plusieurs éléments ensemble, et puis la caméra, tout simplement. Ensuite, à droite, j'ai le petit cercle ici, ce sont les textures. Il faut que je sélectionne un élément. Vous voyez, la texture, c'est ce qui se place à droite dans mon objet.
Donc, si je sélectionne, il faut que je sélectionne d'abord un objet. Voilà, si je sélectionne le plan, je peux dire, bah voilà, j'ai envie d'ajouter une texture. Alors, enfin, c'est pas une texture, c'est un matériau qui va me permettre ici. Alors, un matériau est constitué de plusieurs textures et donc dans lequel je vais pouvoir utiliser pour créer en fait la matière de mon objet, tout simplement. Ensuite, j'ai chargé une scène et sauvegardé la scène, tout simplement. Dans cet exemple ici, on va vouloir changer le logo. Donc je clique ici sur Replace this logo. Donc comme c'est un élément de Motion VFX, tout a été bien nommé, nomenclaturé. Et donc je vais pouvoir ici dans les paramètres dire Reload SVG. Donc SVG, c'est Scalable Vector Graphics. Ça veut dire, en fait, c'est un fichier vectoriel qu'on va pouvoir générer soit dans Adobe Illustrator ou bien Affinity Designer, par exemple, tout ce qui va être logiciel vectoriel. Donc vous allez pouvoir le sauvegarder et je vais pouvoir donc l'importer directement dans ma scène. Voilà, et ce qui est important, c'est que les développeurs de Motion VFX ont fait attention à plein de petits détails et par rapport à l'import des fichiers SVG, vous avez une fenêtre qui va vous permettre de contrôler si votre fichier est propre, c'est-à-dire que par exemple, il va falloir avoir accès aux chemins. Donc les chemins en fait sont les vecteurs de vos formes. Et donc si par exemple dans une lettre, par exemple un O, il vous manque le trou au centre, bah, vous allez pouvoir dire j'utilise une matière ou bien je le rends transparent en fait, le hole ici. Donc je crée un trou. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est que directement au niveau de l'import, si votre fichier a été mal configuré dans Illustrator ou dans Affinity Designer, vous allez avoir la possibilité en fait de corriger ça et vous gagnez du temps à ne pas retourner dans votre logiciel vectoriel, de faire la modification, de re-sauvegarder. Là, vous pouvez le recharger directement. Donc là, j'ai pas trop de soucis parce que moi, j'ai pas de trou en fait dans ma typographie. Vous voyez le A, voilà, c'est juste une forme. Donc ce que je vais faire, je vais pouvoir charger ici ce logo en tapant juste, en cliquant sur Reload. Voilà, et automatiquement, vous voyez, mon logo a été remplacé par Yak, tout simplement ici. Donc là, le seul souci, c'est qu'il va falloir que je règle au niveau de la taille et de la position. Donc je vais pouvoir ici regarder le rendu final au niveau de la caméra, vous voyez ici. Et donc je vais pouvoir ici tout simplement sélectionner mon objet et puis voir au niveau de la position, je vais mettre à la fin, voilà, comme ici, pour voir ce qu'il en est. Et puis, bah, je vais utiliser le petit gizmo qui est à l'écran ou bien je vais pouvoir utiliser ici les paramètres. Par exemple, je vais réduire un petit peu la taille, voilà, pour que ça rentre dans les différentes sphères. Et puis, je vais déplacer donc l'objet vers la droite, tout simplement. Je vais le faire glisser un tout petit peu pour qu'il soit centré, voilà, comme ceci. Voilà. Et puis maintenant, normalement, tout va être nickel. Alors, je vais enlever la surimpression, parce qu'avec la surimpression, on a l'impression que le logo passe devant les sphères. Donc, je vais sélectionner au-dessus, par exemple, la caméra. Voilà, comme ceci. Donc, j'ai plus mon objet sélectionné. Et là, on voit bien, en fait, que le logo, maintenant, est complètement intégré. Vous voyez, en quelques secondes, voilà, j'ai repositionné juste mon élément. Et maintenant, le logo Yak a été personnalisé. En plus de la personnalisation des logos, vous allez pouvoir bien sûr modifier l'ensemble des objets 3D, aussi bien de leur couleur, de leur texture, de leur réaction au niveau de la réflexion, de la lumière. Vous allez pouvoir rajouter des objets dans les templates. Donc bref, tous les templates livrés par défaut ou bien avec les packs supplémentaires sont entièrement personnalisables. Donc vous pouvez démarrer avec MO2 en personnalisant un projet déjà existant, mais bien sûr, vous allez pouvoir aussi créer un projet de zéro. Alors vous pouvez aller dans Générateur, et dans Générateur, on a une deuxième rubrique, MO2, qui est beaucoup moins chargée. Vous voyez, il y a un seul élément à l'intérieur. En fait, c'est un projet vierge, vide, dans lequel vous allez voir, on a un seul élément, une caméra, en fait, qui est disponible. Donc je vais appuyer sur E pour le mettre directement au sein de ma timeline, voilà, comme ceci. Et donc le but ici, ça va être de démarrer un nouveau projet de zéro. Donc je vais pouvoir aller directement charger l'inspecteur ici et puis demander à ajouter différents objets, voilà, que ce soit des objets 3D ou autres. Donc je vais ouvrir la bibliothèque et dans la bibliothèque, j'ai accès à des dizaines et des dizaines d'objets 3D par défaut. Vous n'avez pas besoin de charger différents objets. Et ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir avoir différentes informations, vous voyez en bas, au niveau des vertices, du nombre de mèches et des textures, en fonction des éléments que vous sélectionnez. Donc plus il y a de vertices, plus l'objet est complexe et plus ça va demander de ressources, bien sûr.
Et puis ensuite, après, vous avez des objets qui sont constitués de plusieurs objets. Donc ça peut être assez intéressant. Je vais prendre un objet assez simple pour vous montrer un petit peu un sabre laser, tout simplement. Donc ça, c'est livré par défaut avec MO2 ici. Et donc on voit qu'il y a 2 mèches qui sont disponibles et 4 textures. Donc je vais pouvoir l'importer dans mon objet 3D, vous voyez, comme ceci. Et donc à partir de là, j'ai un objet ici et un objet ici. Donc j'ai le manche du sabre laser et puis j'ai du coup le laser, vous voyez. Et on voit que en fait il est constitué, il a été regroupé dans un null object, donc dans un petit dossier. Et je vais pouvoir contrôler l'ensemble et je vais pouvoir modifier les textures. Donc j'ai les objets à gauche et les matériaux à droite directement ici. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir comme ça modifier par exemple l'échelle du laser et je vais pouvoir l'animer, vous voyez, indépendamment de l'élément. Donc si vous avez des objets qui sont constitués de différents sous-objets, ben, vous allez pouvoir animer ces sous-objets indépendamment des autres. Donc c'est ça qui va être assez intéressant. Au niveau des paramètres, moi, je vais pouvoir jouer, vous voyez, sur le côté le bloom et autres directement ici. Et puis je vais pouvoir bien sûr modifier n'importe quel élément. Par exemple, si je vais sur la texture sur le matériau du sabre laser, voilà, je vais pouvoir changer la couleur du sabre laser très simplement. Donc même les objets 3D qui sont disponibles dans la bibliothèque ou que vous achetez avec des packs complémentaires, vous allez pouvoir les personnaliser et les mettre à votre goût, bien sûr, c'est là l'intérêt de la 3D. Donc ici, moi j'ai envie d'avoir un iPhone, d'importer un iPhone, donc il y a plusieurs solutions. Soit vous ouvrez votre librairie et vous avez acheté un pack complémentaire de chez Motion VFX, par exemple l'Electronic Pack, qui contient différents iPads, différents téléphones, dont bien sûr l'iPhone, et vous avez directement l'objet disponible dans votre bibliothèque. Ou bien, comme ici, je n'ai pas d'objet, je n'ai pas encore le pack Electronic Pack, donc je vais pouvoir importer un objet provenant de différents logiciels 3D. Donc ce qui est important avec MO2, c'est que maintenant, Motion Object est ouvert sur une plus large palette d'objets 3D, dont par exemple les fichiers OBJ comme la première version, mais aussi avec les fichiers FBX, avec les fichiers 3D Studio Max, 3DS, les fichiers Lightwave, les fichiers Collada, c'est les fichiers .dae, et surtout, on va être capable d'importer des fichiers de cinéma 4D, et pas uniquement les objets, mais aussi les scènes de cinéma 4D. Donc dans le cas présent ici, je vais cliquer sur le petit bouton Import, et moi je vais importer en fait un fichier FBX que j'ai trouvé gratuitement sur Internet, donc libre de droit. Je vais vous mettre le lien aussi dans la description, et ce fichier vient avec différentes textures directement. Donc je vais faire Choose ici, et on va avoir, quand on va sélectionner ici l'objet, une petite palette qui s'affiche ici. Alors je vais avoir différentes informations, je vais pouvoir modifier par exemple le nom de l'objet. Ensuite, je vais pouvoir sauvegarder dans une catégorie spécifique, en fait un dossier. Là, je vais le mettre dans YAC par exemple. Ensuite, il y a la taille. Donc la taille est très importante, c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir différents ratios. Par exemple, si vous avez importé un personnage 3D, si le téléphone est 4 fois plus grand, là, ça vous permet en fait directement de choisir la bonne taille. Et puis ensuite, pour l'import des matières et des textures, on va pouvoir choisir dans quel type de répertoire vous allez pouvoir choisir entre Legacy, Specular ou MetalNess ici. Donc là, par exemple, je vais prendre Metal autour de l'iPhone. Il va importer l'objet. Et donc là, maintenant, l'objet est dans ma bibliothèque directement. Je vais pouvoir l'ajouter. Alors, j'ai toutes les informations qui sont là. On voit que c'est pratiquement 50 000 vertices. Il y a 12 objets et sous-objets dessus. Et mon objet est directement chargé. Donc, je clique ici pour recadrer mon objet. Et en fait, on voit que l'élément que j'ai sélectionné, c'est non pas un iPhone, mais c'est un iPhone et son dock dessus. Donc je vais pouvoir mettre ici une petite lumière pour éclairer un petit peu plus, qu'on voit un petit peu mieux l'élément. Je vais booster un petit peu, voilà, la lumière, vous voyez un petit peu mieux la texture. Avant, de toute façon, après, je vais enlever le dock de cet élément-là. Et on voit en fait dans l'inspecteur que mon objet FBX en fait est constitué donc du dock et du téléphone indépendamment. Donc là, je vais enlever le dock. Moi, j'utilise uniquement le téléphone. Donc vous pouvez soit le cacher, soit ici l'effacer comme je viens de le faire directement. J'enlève un petit peu l'effet de bloom, l'effet post-process. Et puis là, donc, j'ai mon objet, mais vous voyez qu'au niveau des textures, c'est pas trop ça pour le moment. Donc on va aller travailler justement sur ce point-là. On va voir comment personnaliser donc l'objet. Donc je vais sélectionner la coque en l'arrière. Et aussitôt, dès que je sélectionne, vous voyez que j'ai accès à tous les sous-objets constituant l'iPhone. Et on voit un élément qui a été sélectionné en blanc, un petit peu plus clair.
Et donc du coup, je vois le matériau utilisé, qui est celui-ci. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier en cliquant sur Materials, ici le bouton bleu. Je vais pouvoir choisir par exemple du cuivre, ou il y a gold aussi, mais je vais plus prendre le rendu de cuivre ici. Et puis, je vais avoir le matériau qui s'affiche. Mais vous voyez que ça ne rend pas obligatoirement l'élément, parce que là, j'ai mis en fait de la lumière que j'avais boosté un petit peu. Et donc là, on voit ici que j'ai un effet métallique, mais c'est encore un peu sombre. Alors pourquoi? Parce que la map d'environnement dans laquelle j'ai ma réflexion, elle est sombre aussi. Donc je vais pouvoir modifier en allant dans les réglages de la scène. Je vais pouvoir ici modifier ici la map d'environnement, avoir quelque chose d'un petit peu plus clair, vous voyez, comme ici. Et à partir de là, je vais avoir ici la matière de cuivre qui va beaucoup mieux s'adapter par rapport à l'élément. Alors vous voyez, il n'y a pas de lumière. La lumière, j'ai désactivé. C'est uniquement la texture avec la map d'environnement. Et donc la map d'environnement, en fait, permet d'éclairer ma texture. Et puis ensuite, dans les matériaux, je vais pouvoir aller dans les différents paramètres des textures pour, par exemple, dire je veux moins l'effet métallique avec les réflexions un peu miroir. Donc là, je baisse l'information de metalness, en fait, le paramètre metalness qui est le côté métallique. Et j'ai un autre effet aussi que je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus tard, qui est l'effet de roughness, ici, qui permet de rajouter un petit côté plus diffus à la matière et aux réflexions. Donc, au niveau des maps d'environnement, j'ai différents choix. Alors, soit j'ai des photos, des IBL prises dans la réalité, soit j'ai des éléments qui ont été rendus par ordinateur. Et ce qui est intéressant avec ces éléments-là, c'est qu'on peut simuler des éclairages de studio. Vous voyez directement ici. Donc, je vais sélectionner celui-ci. Et puis ensuite, je vais pouvoir, au niveau des éléments, voilà, remonter par exemple l'effet de metalness, remettre ici ou diminuer l'effet de roughness ici. Donc, vous voyez, si je rajoute du roughness, en fait, ça donne plus un petit côté plastique ici. Ça enlève les réflexions. Et là, maintenant, j'ai ici la réflexion, vous voyez, avec mon éclairage studio. Et en fait, pour pratiquement tous les plans, je n'ai pas utilisé de lumière. J'ai juste utilisé les maps d'environnement. Alors, vous allez voir en fait que la différence peut être totale entre l'une et l'autre, vous voyez, par rapport à celle-ci ou par rapport à celle-là. Vous voyez, on a des résultats complètement différents. Et ce qui va être intéressant, c'est d'animer cette map, cette texture, de la faire tourner autour de l'objet, ce qui va donner ces effets que j'ai réalisés en fait dans le projet, qui va me permettre en fait de surligner en fait les contours, par exemple, d'un objet ou d'un autre. Alors ici, il y a différents types, vous voyez, de rendus, soit des choses assez soft, avec des flous, soit des habillages, vous voyez, un petit peu plus détaillés, en fait, plus directs. Et donc là, après, je peux jouer, vous voyez, avec l'angle, la rotation de la map d'environnement. Donc c'est comme si vous aviez une texture sphérique autour de votre objet, et votre objet va pouvoir être sélectionné autour. Là ensuite, je vais sélectionner la petite pomme, le logo de la pomme ici, c'est une deuxième texture différente. Je vais reprendre la même texture, sauf que, vous voyez là, il réagit de la même façon. Sauf que ici, ce que je vais faire, je vais monter le roughness, ici, comme ça. Et je vais pouvoir descendre un petit peu le côté métal pour avoir, vous voyez, une texture différente par rapport à l'objet. Donc il va réagir différemment avec la map d'environnement et avoir ce côté un peu mat de la pomme. Et je vais avoir cette même texture qui est utilisée aussi sur les petits bords antennes du téléphone. Concernant l'avant, ici j'ai la glace, l'effet de glace qui est devant mon objet. Donc cet effet de glace, je vais pouvoir le modifier pour faire afficher derrière le wallpaper, en fait, l'écran du téléphone. Donc pour cela, vous voyez, il y a plusieurs textures ici. Donc avec plusieurs sous-objets au niveau de la caméra, au niveau des haut-parleurs, tout ça, je vais pouvoir modifier l'ensemble. Là, je vais m'intéresser vraiment à la glace ici. Donc là, vous allez pouvoir renommer bien sûr toutes les textures. Lui, par défaut, il a mis l'objet 3D en fait que j'ai trouvé sur internet, mais uniquement le même nom partout. Donc là, je vais pouvoir dire, vous allez voir ici, si je sélectionne la texture, je vais pouvoir l'enlever et vous voyez en fait que derrière, il y a bien l'écran. Donc ce qui est intéressant, c'est que je vais garder quand même cet écran et sur la texture, en fait, sur la matière, je vais la rendre transparente, ce qui va me permettre en fait d'avoir des reflets assez intéressants qui vont pas affecter la texture de l'iPhone, en fait, de l'écran. Et je vais baisser, vous voyez, dans Opacity, ici, je vais pouvoir baisser en fait la transparence de la texture. Ou bien, j'ai des textures, vous voyez, directement dans Bibliothèque, je peux prendre Clean Water, donc c'est une texture qui est transparente aussi.
Et si je me déplace, vous voyez, on ne voit pas l'écran derrière. Pourquoi? Parce que par défaut, cette texture, elle a, vous voyez, une opacité pratiquement proche de 0, mais il y avait surtout de la réfraction en fait de la lumière et que j'ai remis à 0. Et donc à partir de là, on va pouvoir rejouer. Et donc à partir d'ici, vous voyez qu'on va voir la réflexion qui va s'appliquer sur la glace et non pas sur l'image. Donc ça peut être aussi très intéressant. Et comme ça, j'ai la même réflexion de lumière par-dessus le notch en fait de la caméra de façade de l'écran et sur l'image en fond ici. Alors bien sûr, après j'ai l'écran, le wallpaper, donc je vais pouvoir modifier cette texture si je veux mettre justement le fond d'écran de l'iPhone 10. Alors j'ai la possibilité de jouer sur les différents paramètres, d'accéder donc soit à une texture de la librairie ou bien je vais pouvoir demander à l'effacer celle-ci. Donc je clique sur la petite croix, donc là il y a texture et je vais demander à choisir une nouvelle texture. Donc là je vais prendre je vais le choix entre 3 textures, je vais prendre la dernière pour l'iPhone 10S, voilà. Donc j'ai ma texture qui est appliquée. Donc là vous voyez le paramètre, c'est la texture albedo. Ça correspond pour les gens qui font de la 3D à la texture diffuse, tout simplement, qu'on applique sur un objet 3D. Donc ça va être l'image qui va recouvrir l'élément. Donc ça c'est une texture qui appartient à la bibliothèque, vous voyez, de librairie. Mais j'ai un deuxième choix, c'est si je descends tout en bas au niveau de l'inspecteur, ici, j'ai la possibilité de charger en fait des zones de dépôt. Donc ça va être très pratique, surtout dans le cas de ce genre de publicité. C'est-à-dire que je vais pouvoir charger, vous voyez, une texture sur la zone de dépôt numéro 1. Voilà, je vais redescendre ici, je vais recharger une autre texture sur la zone de dépôt numéro 2. Alors par exemple celle-ci, la rose. Voilà, j'applique le plan. Donc c'est exactement comme les zones de dépôt dans Final Cut Pro 10, vous voyez, tout simplement. Donc là, je vais pouvoir sélectionner la troisième. Et puis, je vais en mettre une quatrième, tout simplement, la dernière avec celle de l'iPhone 10S. Et donc, du coup, je vais pouvoir tout simplement, dans l'interface, au lieu de charger des textures différemment, je vais pouvoir dupliquer les objets et ensuite dire, j'ai envie d'avoir une zone de dépôt différente et changer très rapidement, vous voyez, les différentes textures à la volée, comme ceci. Par contre, vous pouvez avoir ici, au niveau de la zone de dépôt, des réglages à effectuer. Vous voyez, par exemple ici, pour que ça remplisse entièrement l'écran, si je choisis l'image en fait de l'iPhone 10S, vous voyez, comme ici, je vais pouvoir demander au niveau de l'élément ici, redescendre sur ma zone de dépôt et modifier au niveau de la position et de l'échelle. Je vais pouvoir modifier la hauteur, vous voyez, pour que la texture rentre bien. Donc ça, c'est si par exemple vous avez par exemple des écrans et vous avez des images qui ne sont pas obligatoirement à la même résolution, vous pouvez réajuster bien sûr, vous voyez, l'image de la zone de dépôt à l'intérieur. Ça va être beaucoup plus pratique comme ceci. Donc comme ça, en utilisant les zones de dépôt, vous allez pouvoir commuter très rapidement d'une texture à une autre, très simplement. Donc là, au niveau des textures, je ne suis pas trop mal. Je pourrais mettre des textures différentes sur l'appareil photo et autres. Mais c'est pour vous montrer ici, je vais pouvoir dupliquer par exemple un objet. Donc là, j'ai dupliqué mon téléphone et puis il suffit de resélectionner mon objet, donc ma copie. Ensuite, je sélectionne ma texture, vous voyez ici, et je fais juste zone de dépôt. Voilà, et comme ça, je peux rajouter une texture différente de la première, vous voyez, assez rapidement. Donc ça, c'est plutôt pratique d'utiliser les zones de dépôt comme ça et de pouvoir commuter très rapidement quand vous avez plusieurs versions. Ça peut être par exemple avec des langues différentes, mais vous avez le même téléphone mais un habillage différent sur les applications par exemple. Vous allez pouvoir les commuter en fonction du projet, si c'est en français, en anglais, en espagnol par exemple. Donc voilà pour ici la différence entre la texture bibliothèque et la texture des zones de dépôt. Je vais effacer ici le deuxième objet et je vais surtout maintenant me concentrer sur cet iPhone et voir comment on va pouvoir interagir avec celui-ci. Donc au niveau interaction et des lumières, par exemple, je vais utiliser les maps d'environnement qu'on a vues précédemment et je vais pouvoir jouer, vous voyez, sur l'orientation en fait de cette map pour voir quel est le meilleur angle pour l'affichage en fait de mon élément. Donc à partir de là, je vais pouvoir me déplacer et regarder par exemple sur les côtés, est-ce qu'avec une autre, par exemple, une autre texture ici, plus sharp, donc avec plus de détails, si je fais tourner cette map sur son axe, est-ce que je vais avoir un meilleur résultat? Vous voyez, par exemple, sur les côtés, c'est pas mal. Ça fait vraiment sur le reflet de la glace, ça fait des choses un petit peu plus précises. Vous voyez ici, donc on n'a pas du tout
le même rendu que par défaut ici. Donc je vais pouvoir ici tester en fait différents types de rendus. Donc en fonction bien sûr des paramètres de mes matériaux ici, entre l'effet métallique et l'effet roughness ici que je vais pouvoir modifier. Donc là je peux m'amuser à trouver les meilleurs angles. L'intérêt ici c'est que j'ai en fait moi sur le projet, j'ai animé en fait la rotation, donc l'objet reste fixe. Par contre, la map d'environnement bouge, ce qui va permettre ici de créer, vous voyez, les contours, en fait, la lumière va faire les contours de mon téléphone, tout simplement. Donc si je vais vraiment sur le bord, vous voyez ici, je vais pouvoir comme ça tourner la map d'environnement et on va voir en fait la rotation justement de cette map d'environnement sur le bord de mon téléphone, tout simplement. Donc c'est beaucoup plus simple en fait que d'animer plusieurs dizaines de lumières, c'est d'utiliser une bonne map d'environnement afin d'animer, de surligner en fait les contours de votre objet. Bien sûr, derrière, vous allez pouvoir jouer sur l'étalonnage de votre map d'environnement pour rajouter du contraste, par exemple avec le gamma, la teinte, la luminosité, que vous allez pouvoir régler bien sûr dessus, la saturation si la map d'environnement contient par exemple des couleurs. Vous allez pouvoir par exemple la remettre en noir et blanc tout simplement. Donc voilà un petit peu pour la map d'environnement. J'espère que vous avez compris un petit peu l'astuce ici de ne pas utiliser obligatoirement que des lumières, mais bien regarder dans toutes les maps d'environnement dont vous disposez, hein. Vous pouvez en télécharger aussi sur Internet, vous pouvez les rajouter aux maps existantes et fournies par Motion VFX. Mais du coup, vous voyez, avec des points clés comme ça, on peut avoir différents types de rendus. Là, je vais en mettre un autre avec vous voyez, ce genre d'effet un peu de courbe. Voilà, directement, vous avez en fait ces différents rendus. Et c'est comme ça en fait que j'ai réalisé l'animation en fait de la lumière autour des téléphones. C'est uniquement avec les maps d'environnement. Il y a un seul plan où j'ai utilisé les lumières de Motion VFX, de MO2. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard, directement ici. Une des fonctionnalités que je préfère en fait en Motion Object 2, c'est la possibilité qu'une texture éclaire en fait l'environnement grâce au paramètre illuminance. Vous voyez ici. Donc ici dans le paramètre, j'ai checké l'utilisation de la texture comme source de luminance en fait, de lumière. Et donc vous voyez, si je booste un petit peu le bloom au niveau du visualiseur, j'ai cet effet de halo autour de mon écran qui rend en fait mon écran lumineux. Et c'est ça qui est vraiment intéressant car très simplement, une simple texture peut devenir lumière. Et par exemple, pour une sphère, vous pouvez transformer une sphère en un soleil très rapidement. Et ce qui est important, c'est que ce paramètre d'illuminance interagit avec l'environnement. Et ça, on va pouvoir le constater avec un autre effet, un autre paramètre qui est disponible dans Motion Object 2, ce sont les réflexions. Donc c'est le prochain point que je vais mettre en avant, comment créer des réflexions très rapidement au sein de votre projet. Donc nous voici dans la séquence vue de profil en fait du téléphone, il y a juste un petit mouvement de caméra qui s'approche du téléphone avec une animation, vous voyez, de la map d'environnement pour avoir les contours du téléphone avec la lumière. Et ce qui est intéressant ici dans ce plan-là, c'était de mettre un sol un petit peu virtuel afin d'avoir l'écran en fait qui se réfléchit sur le sol. Donc pour cela, je vais utiliser une primitive en fait, un objet 3D simple, juste un disque à plat, voilà comme ceci, que je vais pouvoir positionner en dessous du téléphone. Alors je peux utiliser la vue perspective pour être bien positionné, hein, toujours bien central, même si ici je vais jouer plus sur l'échelle, mais comme ça je vais vous montrer un petit peu comment positionner les éléments et l'utilité en fait de la vue perspective. Voilà, donc je vais pouvoir sélectionner le disque et jouer sur l'échelle, tout simplement. Si je repasse en vue caméra, pour voir le rendu final, voilà. Donc je vais avoir ce sol, vous voyez, arrondi au bord, tout simplement. Donc l'étape d'après, ça va être de sélectionner donc le disque et d'appliquer une texture dessus. Donc on va pouvoir choisir dans la bibliothèque une texture, un matériel ici. Donc là, je vais prendre tout simplement quelque chose d'assez assez réfléchissant, donc le chrome, voilà, par exemple. Et vous voyez que la map d'environnement se réfléchit dessus. Donc il n'y a pas de lumière pour l'instant, c'est juste la map d'environnement. Sauf que mon objet, lui, ne se réfléchit pas. En fait, il va falloir que je sélectionne mon objet
dans ici le contenu et je vais descendre tout en bas. Vous allez voir ici et j'ai un paramètre qui s'appelle Planar Reflection ici. Voilà, c'est le dernier juste avant les zones de dépôt qu'on va pouvoir activer ou désactiver. Et dès que je vais cliquer sur Enable, aussitôt vous voyez en fait que la map d'environnement disparaît et c'est uniquement les objets 3D de la scène qui vont se réfléchir dans cet élément. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que c'est véritablement une réflexion physique, hein, c'est pas juste un truc et astuce avec le calque qui est dupliqué. Si je vois la vue perspective ici, vous voyez bien en fait que la réflexion en fait est réelle, elle tient compte de la position soit du téléphone, soit du sol ici. Et ce qui est important aussi, c'est que si je vais par exemple au niveau du matériau, que je vais changer le matériau, vous allez voir que la réflexion va dépendre bien sûr des paramètres du matériau ici avec plus ou moins d'affichage, vous voyez, en fonction de la texture sur mon élément. Donc c'est ça qui est assez agréable. On le verra un petit peu plus tard. Il y a la possibilité de modifier d'autres paramètres dessus. Donc on va pouvoir comme ça jouer avec les différentes valeurs du matériau pour avoir plus ou moins de réflexion. Et ce qui est intéressant, c'est que l'illuminance de l'écran, je vais pouvoir la faire varier pour affecter la réflexion. Donc en fait, vous voyez que l'écran éclaire véritablement la scène et en plus interagit avec la réflexion. Ensuite, j'ai des paramètres comme la distance. Vous voyez, alors, c'est des paramètres où il faut très peu faire varier les éléments. Donc là, je suis à 0, mais si je mets 0,05, vous voyez, je peux faire varier la distance en fait par rapport à la source. Ensuite, je peux faire aussi, je peux jouer sur les différents paramètres. Vous avez par exemple sur la rotation, vous pouvez faire une rotation de la réflexion par rapport, si vous voulez que par exemple, vous voulez pas bouger votre téléphone à plat, mais vous voyez, je veux faire bouger ici la réflexion. Ben, la réflexion peut être indépendante en fait de votre objet, donc vous pouvez tricher un petit peu, par exemple sur l'angle du téléphone pour mieux voir la réflexion, ou ici l'écran par exemple. Alors le téléphone peut rester plat, mais la réflexion peut être un petit peu inclinée. Donc c'est un moyen de tricher justement sur la réflexion. L'autre point intéressant ici, ça va être le fait que la réflexion va dépendre des propriétés physiques en fait de vos objets 3D et donc des matériaux utilisés. Par exemple, si je prends de l'acier brossé, vous voyez, la réflexion est affectée, elle est toute floutée. Si je prends par exemple du bois, voilà, brûlé, il ne va pas y avoir de réflexion sur le bois, car le bois ne réfléchit pas. Par exemple ici sur du carbone fiber, ben là ça va dépendre de la texture. Sur de l'eau, ici comme elle est entièrement transparente, ça ne va pas le faire non plus. Par contre voilà, sur des métaux, sur différents types de textures, vous voyez que la réflexion et l'illuminance en fait va être affectée. Donc en fonction des différents éléments, par exemple l'or ici, comme ces éléments. Donc je vais vous montrer en fait qu'en fonction des matériaux utilisés, des objets que vous allez mettre dans votre scène, les réflexions et l'illumination ne seront pas obligatoirement identiques. Et ce qui est intéressant ici, c'est vous voyez avec des effets de bump ici, de creux et de cavités et autres, on va avoir des rendus complètement différents et la réflexion en fait va s'habituer, va s'adapter en fait à cet élément-là. Donc on a véritablement un moteur physique qui est assez intéressant ici. Et si je me déplace par exemple dans la vue perspective, on voit en fait que cela va dépendre du matériau sur lequel se réfléchit ici votre objet. Donc ça, c'est assez intéressant et assez bluffant au niveau de la qualité en fait de rendu de votre objet. Autre point fort du côté texte 3D, c'est la possibilité en fait de pouvoir l'animer avec des comportements. Donc cela rejoint beaucoup la philosophie de Motion, vous allez voir, c'est pratiquement un copier-coller et ça permet de simplifier au maximum, par exemple, les arrivées de texte 3D ou les départs de texte 3D. Donc vous allez voir un petit peu comment cela fonctionne. Ici, dans cet exemple-là, là j'ai juste mis un comportement de base, vous voyez, où le texte apparaît. Et globalement, c'est un texte 3D, même si j'ai réduit l'extrusion au maximum pour faire croire en fait que c'était un texte 2D. Et globalement, j'ai utilisé le texte 3D justement et je l'ai intégré dans la scène pour avoir le même mouvement de caméra et avoir un peu cet effet de texte traqué en 3D, comme dans la publicité en fait originale, tout simplement. Donc, on va voir ici sur le plan de fin. Alors là, je vais faire une animation qui soit un peu plus simple ici. Donc sur ce plan de fin, vous voyez que le texte n'est pas animé, en fait, c'est juste un objet 3D
que j'ai placé dessus. Donc le texte 3D, c'est un objet comme tous les autres. Vous pouvez appliquer une texture dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez différents styles que vous allez pouvoir sauvegarder. Et en dessous les styles, vous avez le texte behavior. Et donc là, c'est là où ça devient assez intéressant, même très intéressant. C'est que si je clique dessus, vous avez bien sûr une bibliothèque de comportements qui va vous permettre de créer des animations très rapides, exactement comme dans Motion et même dans Final Cut Pro 10. Vous allez avoir ce genre de mouvement que vous allez pouvoir sélectionner. Alors soit pour faire arriver un texte, soit pour le faire partir. Tout simplement, il suffit de sélectionner. Ça va s'appliquer, vous voyez, sur le texte. Et ce qui va être assez intéressant, vous allez voir, donc là, il va arriver à un moment donné, mais il arrive un petit peu tard, vous voyez, au niveau de mon texte. Donc ce que je peux faire ici, j'ai 2 boutons qui vont être assez simples. J'ai le Start from Current Frame, c'est-à-dire que vous placez votre tête de lecture à un endroit précis, et à partir de là, le comportement va démarrer à partir de cette image. Donc ça, c'est pratique parce que vous pouvez dire quand est-ce que commence l'animation et quand est-ce qu'elle se termine. Et automatiquement, l'animation va s'adapter au timing. Donc par exemple, si je prends un autre comportement, vous voyez, comme celui-ci, je peux le lancer et comme ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'animation qui démarre dès le début. Si je veux qu'il démarre ici, vous voyez, au milieu de mon clip, il va démarrer, vous voyez, juste ici. Donc ça, c'est assez pratique, c'est extrêmement simple. Je voulais vraiment juste vous le montrer très rapidement. Ça vous permet comme ça de créer des animations assez simples. Je vais prendre une animation de sortie, par exemple, pour que mon texte disparaisse derrière les 2 iPhones. Donc je sélectionne ici cet élément. Et puis à un moment donné, voilà, donc j'ai les éléments qui vont partir assez tôt. Je vais demander à ici démarrer cette animation de sortie à la fin. Et donc maintenant, il va démarrer beaucoup plus tard. Et comme ça, je vais avoir mon texte qui va passer derrière. Tout simplement, si je réutilise la vue caméra, ça va vous permettre ici de voir le rendu ici avec la vue caméra, tout simplement. Et de voir que le texte voilà, va disparaître derrière mes 2 téléphones, tout simplement. Voilà, donc c'était extrêmement rapide, c'était juste pour vous montrer la possibilité d'ajouter des animations très simples au niveau du texte. Autre nouvelle fonctionnalité dans Motion Object 2, ce sont les instancers. Alors qu'est-ce que sont les instancers? Pour ceux qui utilisent Motion, c'est comparable en fait au réplicateur. C'est-à-dire ici, dans cet exemple, vous voyez que j'ai une animation avec une douzaine de téléphones, vous voyez, qui sont disponibles et qui se dévoilent, vous voyez, sous la forme d'un cercle ici. Et donc il y a cette petite animation qui est faite. Si je devais le faire manuellement avec 12 téléphones, ce serait assez long pour régler la distance entre tous les éléments, copier les animations de l'un et de l'autre. Pour cela, on va utiliser donc les instancers, qui est en fait, vous voyez là, j'ai juste un téléphone qui est sélectionné, puis j'ai 2 autres téléphones avec des coloris différentes, tout simplement. Donc je vais utiliser en fait mon iPhone qui est ici, et dans les objets en fait qu'on peut importer, il y a donc les instancers avec différentes variantes. On a linéaire, grid, radial. Je vais prendre le premier, le linéaire. D'ailleurs, on a une petite icône qui représente justement une ligne. Voilà, comme ceci. Je vais la mettre un petit peu en haut. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais mettre l'iPhone dans l'instancer. Vous voyez, je le place dessus. Et automatiquement, vous voyez que j'ai mon téléphone qui s'est répliqué 5 fois sur une ligne, vous voyez, comme ici. Donc c'est exactement le même principe des réplicateurs dans Motion. Ce qui va me permettre ici, sauf que cette fois-ci, c'est avec des objets 3D. Et donc ici, je vais pouvoir augmenter le nombre de réplications, voilà, de duplications du téléphone sur cette ligne, vous voyez, instancer, qui est une ligne droite. J'ai l'offset qui va me permettre de décaler justement le nombre des 12 téléphones. Et puis ensuite, j'ai différents paramètres. Par exemple, à la fin de la position, je peux choisir un écartement beaucoup plus grand. Donc la position Z pour le dernier téléphone, je peux le mettre beaucoup plus loin ou beaucoup plus proche. Voilà, je peux les serrer, les condenser. Je peux le mettre plus haut, plus bas, à gauche, à droite. Donc je vais pouvoir comme ça, vous voyez, j'ai N position, N rotation et N scale. Donc c'est la possibilité en fait de créer une transition de position, de rotation et d'échelle entre le premier téléphone, le premier élément répliqué et le deuxième. Et comme ça va me permettre de faire pas mal d'effets d'animation extrêmement utiles. C'est utilisé dans tous les logiciels 3D, par exemple Mograph dans Cinema 4D l'utilise beaucoup, et ça me permet de faire des choses très rapidement
par exemple, pour dupliquer un élément et surtout l'animer, vous voyez, tout simplement. Donc là, je m'amuse un petit peu, vous voyez, sur la profondeur et après on peut animer, vous voyez, la caméra et se promener à l'intérieur de cette ligne qui est complètement tortueuse ici, augmenter le nombre de téléphones, vous voyez, et après jouer avec ces paramètres de rotation pour lancer cette animation dessus et voir, en fait, vous voyez, que j'ai répliqué l'objet tout simplement selon une ligne que j'ai un petit peu courbée. D'ailleurs, on a un paramètre au lieu d'utiliser avec tous ces éléments-là, j'ai le line twisting aussi en bas. Là, vous voyez, si je, par exemple, diminue la taille des dernières réplications, en fait, des derniers téléphones, ça va accentuer la perspective de la profondeur, vous voyez, vu qu'ils diminuent en taille, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus loin. Voilà, même si la position Z n'est pas si loin que ça. Et bien sûr, je peux le rendre plus petit, donc plus grand, ainsi de suite. Donc on retrouve exactement le même principe des réplicateurs pour ceux qui utilisent Motion, sauf que cette fois-ci, on est en 3D, dans un espace 3D, avec des objets 3D cette fois-ci. Donc ça, c'est extrêmement assez pratique. Vous voyez, là, si je rends les téléphones plus grands ou plus gros, directement comme ceci. Donc là, j'ai utilisé donc une ligne. Cette ligne, je vais pouvoir la modifier. Vous voyez, j'ai le ligne twisting, donc ce que je vous parlais tout à l'heure, qui va me permettre en fonction, vous voyez, de l'angle, de refaire exactement ce que j'ai fait, sauf que là, c'est appliqué, vous voyez, directement sur l'élément. Et puis après, je peux changer les positions en rotation, en X, vous voyez, comme ceci, beaucoup plus simplement, voilà, directement à partir de ce paramètre. Donc en fonction de l'insensor que vous choisissez, vous aurez des paramètres différents. Donc là, je vais avoir, vous voyez, toute la position et autres. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais passer de linéaire à grid, ici, où là, du coup, je vais avoir la réplication qui va suivre une grille, et cette grille, elle peut être en 3D. C'est-à-dire que ici, dans le count, ici, dans le nombre de téléphones que je duplique, on a le count en X, en Y et en Z. Donc je vais pouvoir comme ça avoir une grille donc sur l'axe X, Y, mais aussi en Z, en profondeur. Et vous allez pouvoir comme ça définir le nombre. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec l'instancer ici, c'est que vous pouvez dupliquer, mais vous gardez quand même beaucoup d'interactivité avec les objets. Ça ralentit pas votre système. C'est assez complet et c'est hyper optimisé. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez après, au niveau des effets caméra et autres, c'est plutôt super intéressant de pouvoir manipuler ce genre de choses. Et par exemple là, au lieu d'avoir un cube, parce que répéter sur un cube, je peux aussi avoir une sphère ou d'autres paramètres directement. On peut même demander à, ici c'est en radial, donc c'est en sphère, mais je peux utiliser par exemple un objet 3D et répliquer selon une forme d'un objet 3D. Donc ça peut être assez pratique. Je pense que je vous proposerai un tuto justement avec des objets 3D comme ceci. Donc là, j'utilise le radial qui va me permettre de répliquer mon objet sur les contours d'un cercle, tout simplement. Vous avez l'Align Rotation ici, donc ça me permet de soit aligner à chaque fois le téléphone sur le cercle, ou alors les rendre un petit peu indépendants par rapport à l'orientation. Et puis après, ben, je peux choisir, vous voyez ici, la réplication du téléphone, ici en fonction de l'angle d'ouverture du cercle, tout simplement. Et je peux agrandir ou bien sûr réduire la taille du cercle, comme ceci. Donc on va pouvoir, comme ça, dupliquer selon plein de formes vos objets 3D. Le seul ici élément que je vais pouvoir par exemple modifier, globalement ça va être le nombre. Et puis selon l'axe en fait, ici vous voyez on aura différents axes qu'on pourra utiliser. Donc là je vais prendre l'axe Y. Et puis ce que je vais faire, je vais animer cet élément-là, tout simplement. Donc vous pouvez mettre des points clés bien sûr hein, sur l'ensemble des éléments. Et vous allez pouvoir comme ça animer l'ouverture, la fermeture de tous ces éléments. Là, le souci que je vais avoir, ben, c'est pas un souci, c'est que tous les téléphones sont pratiquement identiques parce que ce sont les mêmes que je réplique. Or, dans le plan que je vous ai montré précédemment, on avait les trois coloris en fait de téléphone, le black, l'écran, l'iPhone noir, et puis l'iPhone Space Gray aussi. Donc, pour faire ce genre d'effet, vous allez voir que c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que ici, donc là, j'ai ajusté à moins 360 mon élément. Et ce que je vais faire ici, c'est tout simplement, si je remonte dans le contenu de ma scène, ici, je vais pouvoir dire, bah, dans l'InSensor, je vais rajouter pas uniquement le téléphone Gold, mais je vais prendre par exemple le téléphone noir que je vais indiquer là-dessus.
et je vais prendre aussi le Space Gray. Et automatiquement, il va intercaler les 2 nouveaux téléphones, vous voyez, directement à l'intérieur. Donc comme ça, l'Instancer va classer, vous voyez, les différents éléments. Et à partir de là, vous voyez, j'ai un seul Instancer, mais par contre, je vais avoir l'animation que je vais pouvoir appliquer sur 3 objets différents en même temps. Donc ça va être assez pratique. Et c'est comme ça en fait que j'ai constitué cette animation, ce développé de téléphone. C'est tout simplement, après il suffit juste d'animer l'angle de fin du téléphone, et puis ici peut-être baisser le nombre de téléphones en fonction de ce que vous voulez. Alors vous avez la fonction random, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un téléphone gold, black et space gray, vous pouvez demander à avoir un côté aléatoire et changer ce côté aléatoire avec le paramètre seed. Ça permet d'avoir des différentes variations de ce côté aléatoire directement. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir comme ça faire un petit carrousel de téléphone disponible ici, animer l'orientation des différents éléments. Donc vous pouvez animer soit l'orientation des téléphones indépendamment, soit tout simplement, vous voyez, avec l'angle de fin du cercle, pouvoir créer une petite animation. Donc je vais mettre 0 ici, et puis avec un point clé, vous allez pouvoir animer l'ensemble des éléments très simplement. Donc voilà pour l'Instancer. Donc pour tous ceux qui connaissent un petit peu le réplicateur dans Motion, c'est le même principe. C'est ce qui est utilisé beaucoup, donc, comme je l'ai dit précédemment, dans le logiciel 3D pour animer facilement beaucoup d'éléments qu'on va dupliquer comme ça pour créer justement un effet de volume et autres. Donc ça va être assez pratique. Donc si je mets un petit point clé au début, voilà, je vais dire qu'au début j'ai 0. Voilà. Et puis à la fin, je me déplace. Et je vais pouvoir directement ici mettre par exemple juste un petit peu avant la fin, on va se mettre du moins 360. Voilà, hop, comme ceci. Et donc du coup, je vais avoir l'animation qui va se faire maintenant, vous voyez, directement, avec un côté aléatoire au niveau des téléphones. Voilà, comme ceci, ce qui rend la chose un petit peu plus normale. Autre fonctionnalité assez époustouflante dans MO2, c'est la possibilité d'avoir des effets de réfraction de la lumière à travers un corps, un objet. Donc pour cela, je vais démarrer avec ici une sphère que je vais intégrer par-dessus le téléphone, vous voyez, comme ceci. Donc c'est juste une sphère normale, vous voyez. Et je vais le faire une intersection entre la sphère et le téléphone pour qu'on voit bien ce qui se passe ici. Et donc la réfraction, en fait, c'est lorsque la lumière passe à travers un objet et il y a un changement en fait de rayon au niveau de la lumière qui va permettre en fait de faire des déformations visuelles d'une image par rapport à travers un objet. Donc c'est ce qu'on a par rapport à certaines vitres, par exemple, par rapport à l'eau. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais appliquer un matériau qui va correspondre à de l'eau, vous voyez ici. Donc le matériau eau ici est donc transparent, donc ça me permet de récupérer la map d'environnement aussi au niveau des spéculaires. Et vous voyez que par défaut, il y avait une petite transformation ici. Donc là, si je mets ici le paramètre par défaut, vous voyez, j'ai juste une bulle transparente. Quand elle traverse le téléphone, il ne se passe rien. D'accord? J'ai juste la transparence. Par contre, si je reviens donc sur les paramètres de la texture, ici, je clique sur la texture de la sphère, que je descends tout en bas, dans les paramètres d'opacité, ici, je vais avoir donc les spéculaires que je vais pouvoir augmenter ou descendre, d'accord? Donc ce sont les hautes lumières qui se réfléchissent. J'ai le IOR, donc c'est l'indice en fait de réflexion de l'objet et qui va me permettre comme ça de déformer en fait les rayons qui traversent en fait ce corps, cette sphère directement. Et ça va me permettre justement d'avoir ces effets de réfraction et c'est entièrement automatique, vous voyez. Et donc il va falloir être très soigneux et surtout faire attention aux valeurs. En fait, ce ne sont pas les fortes valeurs qui vont rendre les meilleures réfractions, au contraire, il va falloir savoir doser un petit peu vos réfractions dessus. Donc là, si je regarde la vue par-dessus, vous voyez un petit peu comment se passe la réfraction directement sur l'objet. Donc en fonction de l'objet, vous allez avoir des indices de réfraction un petit peu différents, et puis aussi en fonction des matériaux utilisés sur l'objet. Donc c'est vraiment un moteur physique hein, dans Motion Object 2, j'insiste là-dessus.
On n'est plus sur MObject 1, utiliser beaucoup de trucs et astuces, de tricheries pour pouvoir créer ce genre d'effet. Maintenant, c'est le moteur physique en fait qui gère ça. Vous n'avez pas besoin de mettre une texture, de l'arrière-plan afin que cela se déforme automatiquement. Donc là, au niveau du paramètre ici, je vais pouvoir jouer, vous voyez, sur les réglages du paramètre IOR. Donc le IOR, ce sera la réfraction. Et vous voyez que si je vais trop loin, bah, il va y avoir trop de déformation et donc du coup, ça ne va pas rendre bien en fait tout de suite. Et ce que je vais vous montrer en fait d'ailleurs, c'est avec l'exemple que j'avais utilisé dans le projet, c'est que par défaut, ça rendrait pas bien parce que c'était pas réaliste. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est que je vais charger alors on va juste regarder un petit peu maintenant comment ça fonctionne ici avec la sphère. Voilà, je vais la déplacer et vous voyez un petit peu comment cela fonctionne tout simplement. Voilà, même sur les bords de téléphone qui sont déformés. Voilà, donc ce que je vais faire là, c'est que je vais tout simplement afficher l'objet que j'ai utilisé pour avoir les éclaboussures d'eau dans le projet. Donc, encore une fois, c'est un objet qui est libre de droit, que j'ai trouvé sur Internet. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc cet objet, vous voyez, je l'ai mis en intersection avec le téléphone. Et par défaut, vous voyez, il y a une texture, donc j'ai mis ici pour l'exemple au hasard, mais qui n'était pas du tout la texture prévue initialement. Ce que je vais vouloir ici, donc on va mettre l'opacité, vous voyez, à 0 ou presque à 0. On va garder un petit peu de matière, parce que si c'est totalement à 0, il faut toujours garder un peu de matière, voilà. Et je vais pouvoir augmenter donc la réfraction, et vous voyez, ça se fait automatiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul. Et ce qui est assez fort avec ce moteur de Motion Object 2, c'est la réactivité en fait, parce que si vous deviez faire ça dans un logiciel de 3D, il faudrait faire différents passes de rendu. Là, vous allez pouvoir ajuster les différents éléments. Ça va être extrêmement rapide et simple. Et vous allez voir, la qualité du rendu est très très propre dessus. Donc là, au niveau de la matière, alors on peut jouer sur notre matière. Je vais juste simplement mettre la matière transparente de l'eau. Voilà, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, comme ceci, on voit le résultat. Et donc, vous voyez que, par exemple, la réfraction, elle est peut-être un peu forte par rapport à l'eau parce que au-dessus du téléphone, il y a de la réfraction, alors que ça devrait être uniquement ce qui parvient en fait à mon œil, plus ou moins. Donc, je vais pouvoir réduire en fait la valeur. Vous voyez, je suis entre 1,05 ici. Et maintenant, quand je me déplace, voilà, j'ai l'élément en fait qui apparaît uniquement quand j'ai la réfraction, quand je suis au-dessus de l'écran. Vous voyez, tout simplement. Donc ça, c'est pas mal. Après, du coup, je perds un petit peu au niveau de la matière de l'eau. Mais je vais régler ce problème avec une autre solution, en fait. C'est tout simplement, et c'est le seul plan, en fait, où j'ai utilisé une lumière. Donc, je vais rajouter dans les objets ici, je vais mettre une sphère de lumière, voilà, comme ceci, que je vais mettre au-dessus. Je vais placer au-dessus, et comme ça, l'eau va réfléchir, va avoir des petites spéculaires sur l'eau, ce qui va me permettre, en fait, d'avoir un peu plus de matière, vous voyez, sur l'eau, ce qui va faire un effet aussi de bloom par-dessus que je pourrais régler après dans les paramètres du visualiseur. Alors comme ça, je vais la mettre un peu au-dessus et je vais remonter mon élément, voilà, comme ceci. Et donc après, si je tourne un petit peu, si je cache ici, je vais relever un petit peu, voilà. Et si je fais une petite rotation, vous voyez, on voit l'effet de la lumière qui traverse un petit peu l'eau, donc ça donne un peu plus de texture au niveau de l'eau. Et c'est une petite astuce en fait que j'ai trouvée. Je trouvais que le rendu était pas mal. Et surtout, j'ai la réfraction, vous voyez, à travers les éclaboussures qui sont directement visibles ici. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. En fait, il y a un seul paramètre. Il suffit juste d'avoir le bon matériau. Donc là, vous avez le matériau transparent de l'eau, Clean Water, que vous pouvez utiliser et qui marche très très bien avec le paramètre de réfraction. Et il n'y a pas d'autre chose à faire en fait. C'est extrêmement comme on travaille maintenant avec un véritable moteur 3D et qui tient compte de la physique, tous les objets que vous allez placer avec de la réfraction, automatiquement, vont être appliqués dessus. Donc voilà ce qui conclut ce tour d'horizon de MO2, de Motion VFX. J'espère que ces 6 points vous ont permis de mieux comprendre la philosophie de ce plugin pour Final Pro 10 et pour Motion. En tous les cas, je vous invite à aller sur le site de motionvfx.com où vous pouvez bien sûr acheter MO2, mais aussi des packs d'extensions comme ici. Vous avez des packs électroniques, de shaders avancés, d'éléments de science-fiction, industriels et autres. Et puis, ça va vous permettre d'augmenter votre librairie et d'avoir des objets
directement utilisable dans MO2 sans avoir à trafiquer un peu les textures et autres. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions supplémentaires sur MO2. En tout cas, vous avez vu que c'est assez simple d'utilisation. C'est une approche vraiment dédiée pour un monteur ou un graphiste 2D. Et surtout, je vais revenir sur MO2. Je vais continuer à travailler un petit peu dessus, essayer de faire des projets et vous les montrer, voir si ça vous intéresse. En tous les cas, on se donne rendez-vous sur la chaîne YouTube yakakak.fr. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner avec la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux, Twitter avant tout, Facebook un petit peu, et puis bien sûr sur le site yakakak.fr. À très bientôt, ciao ciao, bye bye.